Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le gouvernement Marois a dû faire face à plusieurs embûches depuis son élection de septembre 2012. Peut-on dire que c'est sûrement plus facile dans l'opposition qu'au pouvoir? J'en discute avec mon invité qui en est à sa première visite dans nos studios, le député provincial du Parti québécois dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint parlementaire de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Gilles Chappadeau. Monsieur Chappadeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Chappadeau. Ça nous fait beaucoup plaisir de vous recevoir. Et comme on le disait avant l'émission, c'est une coutume qu'on reçoit les députés du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ça fait plusieurs années et je suis très content que vous ayez accepté cette invitation-là. Moi, ça me fait plaisir d'être ici, puis je suis convaincu qu'il y en aura d'autres et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Merci et je suis persuadé qu'il y en aura plusieurs autres, M. Chappadeau. En premier lieu, moi, si je vous demandais de faire une courte rétrospective et de me donner vos impressions après quelques 100 jours de pouvoir du gouvernement Marois. Moi, je pense qu'on a un bilan fort positif après ces 100 premiers jours. Évidemment, dans un contexte de gouvernement minoritaire, on a présenté 14 projets de loi. Mm-hmm. Il y en a 9 qui ont été adoptés avant la fin de la session là, en décembre dernier. Donc, quand on regarde le contexte d'un gouvernement minoritaire, il y a des projets de loi qui sont audacieux, qui rencontrent aussi les engagements qu'on avait pris en cours de campagne. Certains analystes ont dit ils reculent et on ne considère pas avoir reculé. Ce qui a reculé au Québec, ça, c'est la corruption. Parce que le premier projet de loi qu'on a déposé, c'est le projet de loi 1 sur l'intégrité en matière de contrats publics. Donc, on s'est engagé, François Legault, lui, parlait de faire du ménage. Nous, on s'est engagé à mettre des pièces législatives en place pour être capable de le faire, ce ménage-là. Et que quand un contracteur obtient un contrat avec le gouvernement, que ce soit qui monte patte blanche. Donc, à l'intérieur du premier projet de loi, le projet de loi 1, il y a là un engagement de notre campagne électorale qui a été rencontré. Oui, et là, il y en a eu 9 comme ça qui ont été adoptés, 14 de déposés. C'est sûr que quand on parle du projet de loi 1 puis du projet de loi 2 aussi, ce sont des projets qui ont été bien appréciés. Quand on parle également de la réforme de la loi 101 qui est sur table actuellement, il y a des choses qui sont faites. Les uns diront que ce n'est pas encore assez sévère, la loi 101. Moi, je n'ai pas donné mon opinion, sauf que si j'ai à faire une parenthèse dessus, moi aussi, j'aurais pensé qu'on y aurait mis plus d'emphase un petit peu. Mais peut-être ce sont des choses à venir dans le futur. Oui, ce sont des choses à venir, mais en même temps, vous savez, on va faire le tour du Québec avec la réforme. La ministre là, qui est chargée de la réforme de la langue française, de la loi 101, va faire le tour de la province, va consulter ce qu'on veut faire différemment, puis faire de la politique autrement pour le gouvernement de Pauline Marois, c'est de travailler avec la population, pas contre la population, comme on a vu le printemps dernier, où on a vu ce qui était une crise étudiante est devenu une crise sociale. Ouais, nous, on veut pas. On va en parler. Nous, on veut pas travailler dans cette ligne-là. Chappadeau, parce que c'est sûr qu'avec tout ce que vous avez donné au Carré Rouge, les universités s'en ressentent déjà aujourd'hui. On va en parler un petit peu plus tard. Puis quand vous avez dit tantôt que le seul recul que vous avez eu, c'était le recul de la corruption, je suis d'accord avec ça. Mais il y a eu tellement de recul à venir à date dans les 100 premiers jours qu'on se demande si sur le bras de transmission, le gouvernement Marois n'a pas juste trouvé la lettre R à un certain moment donné. Parce que quand on va en prendre juste quelques-uns, là, dans les reculs... Je vous écoute. Dans la taxe santé. Taxe santé, il y a plusieurs personnes. Vous avez eu plusieurs votes par rapport surtout à cette taxe santé-là que les gens ont dit. Parce que tout le monde disait que c'était inconcevable que tout le monde qui a à payer une certaine contribution et Mme Marois est arrivée en pleine campagne électorale en disant « Moi, aussitôt que je vais prendre le pouvoir, je l'enlève. »
Okay? Ça n'a pas été fait. Contrairement à ce que vous aviez promis, la taxe santé rétroactive à janvier 2012, 2013 et plus, même si plusieurs vont en payer une partie, il y a quand même ceux qui gagnent entre 42 000 et 130 000 qui vont payer à peu près le même. Il y a eu plusieurs reculs, mais entre autres, le principal recul, c'est vraiment, mais vraiment, sur la taxe santé. Mme Marois n'était pas au courant qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle avait promis de faire. D'abord, en campagne électorale, ce qu'on souhaite, c'est d'être un gouvernement majoritaire. On veut être majoritaire, puis on veut avoir la marge de manœuvre pour être capable de mettre de l'avant l'ensemble de notre programme électoral. Okay. Donc, vous comprendrez que dans un contexte de gouvernement minoritaire, on a affaire avec les autres partis politiques. Okay. Il était clair que si on présentait l'abolition complète, on n'avait pas l'aval des autres partis politiques et ça n'aurait pas passé la barre parce que ce qu'on souhaitait faire, c'est de diminuer, d'enlever la taxe santé complètement, mais de hausser les impôts pour les plus fortunés. Mais ça, vous savez, le Parti libéral et les caquistes, eux autres, c'est leur clientèle, c'est eux autres qui protègent. Nous, on souhaitait protéger ceux qui sont qui sont plus démunis et à travers de ce qu'on a présenté, évidemment, c'est une composition de compromis, mais à travers de ça, il y a quand même 3,1 millions de personnes au Québec qui payent moins d'impôts aujourd'hui. Donc, c'est pas négligeable. Et ceux qui gagnent moins de 18 000, ils ne payent plus la taxe santé. Donc, on est mieux de faire des petits pas, d'avoir des ententes avec les partis d'opposition, mais d'être capable de soulager le plus rapidement possible ceux qui doivent être soulagés. Je suis d'accord, ça a l'air d'être un recul. Ce qui aurait été un recul, c'est d'abandonner complètement les gens. On les a pas abandonnés. Il y a 3,1 millions de personnes qui en payent moins. Il y en a ceux qui gagnent. Quand même qu'en 2012, tout le monde quand même va payer cette taxe. Moi, je suis d'accord avec vous. Si on avait été un gouvernement majoritaire, on aurait pu agir autrement. On va en venir à un gouvernement majoritaire, M. Chapado, si vous me permettez. Le pouvoir majoritaire, il vous a échappé le 4 septembre dernier. C'est dû à la division de la souveraineté au Québec, et vous allez être d'accord avec moi là-dessus, j'en suis persuadé. Quand on dit que le Parti québécois est allé chercher près de 32 % des votes, Québec solidaire, environ 6 % des votes. Option nationale, près de 2 % des votes. Au total, ça fait presque 40 % de ce qui aurait assuré une coalition de la gauche souverainiste pour former un gouvernement majoritaire. Monsieur Chapado, à quand un seul parti souverainiste au Québec? Vous vous tirez dans le pied continuellement. Ça pousse à gauche, à droite. J'en parlais avec M. Gendron, j'en ai parlé souvent avec lui. Je vous pose aussi cette question-là. À quand un seul gouvernement possible de souverainistes au Québec? Arrêtez de faire des mécontents qui vont aller chercher comme Jean-Martin Hossan, Option nationale, qui est parti, puis les fondés qui sont partis. Québec solidaire est là depuis plusieurs années. Vous avez les mêmes principes. Pourquoi pas faire une union puis dire on a un seul parti souverainiste au Québec? Vous avez manqué de très peu d'être majoritaire. C'est dû à ça uniquement. Évidemment, je ne vous cacherai pas que je souhaiterais qu'on soit tous ensemble, unis, pour la cause de la souveraineté du Québec. Oui. On a, en principe, je vous dis bien en principe, on a le même objectif. Jean-Martin Hossan, il est parti du Parti québécois parce qu'il trouvait que ça allait pas assez vite. Oui, il a fondé un parti politique qui ne sera jamais au pouvoir et qui ne sera jamais capable aussi de mettre de l'avant la cause de la souveraineté. Il va en parler dans les coulisses, mais il y aurait eu avantage à rester au Parti québécois et là, de mettre de l'avant parce que plus on sera unis autour de cet objectif-là qui est commun, plus on sera capable de l'atteindre, l'objectif. Oui. Évidemment, vous avez raison, ça nous a probablement coûté la majorité. Mais il faudrait poser la question à ceux qui ont choisi de s'en aller plutôt qu'à l'intérieur du parti politique. À l'intérieur, il y a des instances à l'intérieur du parti politique pour faire valoir ton point de vue. Vous savez, moi, j'ai été dans le monde syndical pendant les 30 dernières années. Je n'étais pas toujours d'accord avec les décisions qui étaient prises par la centrale, mais à un moment donné, il faut se rallier. Il faut se rallier autour de l'objectif qui est la défense des travailleurs. Dans ce cas-là, il faut se rallier autour de l'objectif qui est la souveraineté du Québec.
Et eux ont choisi de faire cavalier seul. Et évidemment, il y a des conséquences aujourd'hui. Maintenant, il faut réfléchir. Puis je pense qu'il y a des groupes qui ont commencé déjà à réfléchir à toute cette question-là, puis à voir comment on pourrait unir les forces au Québec là, pour le bien des Québécois et Québécoises, puis pour l'objectif qu'on a en commun. Exactement. Monsieur Chapado, on va parler de la hausse des frais de scolarité qui a été abolie par votre gouvernement. Comment on va réussir à financer les universités avec ça? Déjà, le ministre des Finances, M. Marceau, a demandé 140 millions, de couper 140 millions dans les universités. On dit aussi que de plus, le gouvernement assume pour les étudiants des prêts, des bourses, des intérêts et des impayés pour 3,3 milliards. Vous ne trouvez pas que vous avez à peu près tout donné aux étudiants et encore aujourd'hui, ils ne sont pas encore contents parce que là, le fameux sommet s'en vient là, en février, là. Puis il y a du boycott qui va arriver sur ça, parce que eux autres, c'est la gratuité totale. Madame Marois parle d'avoir une indexation. Les étudiants disent non, il n'y aura pas de... Vous êtes pris encore avec une patate chaude, là? En fait, non. En fait, je ne suis pas nécessairement d'accord avec vous. Oui, allez-y. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que, d'abord, il n'y a pas de boycott d'annoncer pour le sommet. Non. Actuellement, non, mais les recteurs commencent déjà à en parler. Il y a eu un recteur qui est sorti, c'est M. Brière qui est sorti. C'est pas le reste des recteurs aussi qui ont suivi. Là. Moi, j'ai parlé à quelques-uns, ils n'ont pas suivi sa sortie, puis sa sortie était, à mon avis, bien maladroite. L'Université Laval, même quand on regarde le budget de l'Université Laval, là, je pense que nous, on a choisi de demander des efforts et on demande des efforts actuellement à beaucoup de ministères. Là où on demande, là, il va y avoir une hausse, là, c'est au niveau de l'éducation. Maintenant, on a choisi le dialogue. Comme dans le secteur de la construction, un dossier sur lequel j'ai travaillé durant les derniers mois, on est arrivé avec un règlement qui satisfait tant les syndicats que le monde patronal au niveau du placement syndical. On a choisi le dialogue, on a réussi à asseoir tout ce monde-là autour de la même table pour discuter ce qui n'avait pas été fait durant le gouvernement précédent. Ça a été l'affrontement. Avec les étudiants, ce qu'on a dit en campagne électorale, c'est qu'on va abolir la hausse des droits de scolarité. Des frais scolarité. La loi 78, oui. On va l'abolir. On a rencontré nos engagements. On n'a pas reculé, là. Hein? On a rencontré nos engagements là-dedans aussi. Et là, on a dit, on va asseoir tout ce monde-là autour de la même table. Et jusqu'à maintenant, évidemment, il y a des efforts qui sont demandés aux universités, là. Mais les efforts qui sont demandés, ils étaient dans le dernier budget Bachand. C'était dans le budget. Bachand n'a pas eu le courage d'appliquer ces mesures que lui-même avait mis en place. Il a plutôt choisi de faire porter le fardeau sur les étudiants. Nous autres, ce qu'on a dit, c'est qu'on va appliquer les mesures que Bachand lui-même avait mis en place et on va convoquer un grand sommet où là, toutes les hypothèses vont être mises sur la table. Et c'est le choix qu'on a fait. C'est le choix qu'on a fait. Encore une fois, le choix de travailler avec la population, le choix de consulter, on va le faire au niveau des redevances minières. On n'a pas encore là, c'est un dossier sur lequel on va en parler. Je devance possiblement vos questions. Non, aucun problème. On va revenir sur ça quand même. Mais le choix de notre gouvernement, c'est de travailler avec la population, de consulter la population, de mettre de l'avant des idées, de mettre de l'avant notre programme, mais de travailler dans un contexte où les gens, ce qu'ils nous demandent au Québec aujourd'hui, et la leçon à tirer du 4 septembre dernier, c'est nous, on n'est pas majoritaire. Ça veut dire que notre programme n'a pas passé au complet. C'est ça qu'on comprend. Le programme n'a pas passé au complet, mais les autres qui sont dans l'opposition, ils ont une leçon à tirer. Les caquistes, qui à un moment donné étaient à 38% du vote, qui pensaient que Legault serait le prochain premier ministre du Québec, il y a 19 députés, puis il y a deuxième parti d'opposition. Un peu tout le monde savait aussi que ça, c'était un putsch et que c'était quand même... Oui, mais il y avait quand même je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui sont... C'était l'insatisfaction totale. Les gens, n'importe qui... Il y aurait eu élection, là, cette journée-là, ça aurait été l'enfer. Oui, mais une élection, ça se passe dans une campagne. Exactement. Et en campagne, quand on commence à voir les arguments des uns des autres, des fois, on déchante un peu. Et quand on regarde, là, vu que vous ouvrez une porte, là, quand on regarde le 4 septembre dernier,
où le Parti libéral était dans les bas-fonds terribles. Et le Parti québécois et la CAQ étaient au-dessus beaucoup. Puis quand on parle que 60% et plus de la population n'a pas voté pour le parti au pouvoir, il n'y a même pas 1% de différence, 0,8 ou 0,9% entre le Parti québécois et le Parti libéral dans les votes. Il faut se poser de sérieuses questions que le Parti québécois il stagne depuis longtemps, parce qu'il aurait dû être à 40 quelques % au-dessus. On souhaiterait, évidemment, on aurait souhaité avoir un plus grand pourcentage. On est allé chercher 54 députés. On ne forme pas la majorité. Les gens avaient peut-être des craintes par rapport à certains aspects du programme. Nous, ce qu'on est convaincus aujourd'hui, là, c'est que s'il y avait des élections demain, on formerait un gouvernement majoritaire. On est convaincus de ça. Je pense que les gens ont pu voir, dans les 100 premiers jours de notre action, on peut voir à quel point on était capable à la fois d'être ferme au niveau des objectifs de ramener de l'ordre dans les finances publiques aussi, parce que, vous savez, on se ramasse, là, puis tantôt on parlait vous parliez de recul. Vous savez, faut être responsable, là, on nous a laissé avec 1,6 milliard de déficit. Un déficit de 1,6 milliard. Il y a des efforts à demander. Puis moi, quand Denis Brière, le recteur de l'Université Laval, sort dans une sortie qui n'est même pas suivie par le reste des recteurs, parce qu'on demande un effort additionnel à l'ensemble du réseau universitaire, dans les frais de gestion, on leur demande un effort additionnel. On a demandé aussi à d'autres secteurs de faire des efforts, et les efforts vont être faits. On a un effort collectif à faire, puis il faut revenir à ce que les gouvernements successifs du Parti québécois ont toujours fait, c'est de gérer correctement les finances publiques. Quand vous dites que si aujourd'hui il y avait une élection, vous seriez élu majoritairement, c'est pas ce qu'un sondage fin octobre, début novembre, même mi-novembre donnait, M. Chapado, et je vais juste vous en donner une partie. Est-ce que le gouvernement Marois a bien géré la taxe santé? Non, à 62%. Satisfaction à l'égard du gouvernement Marois, insatisfait à près de 60%. Et quand on parle que M. Charest était à 70%, vous êtes vraiment pas loin. Alors, ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, les gens ne sont pas satisfaits du gouvernement Marois à près de 6 personnes sur 10. Et les gens n'étaient pas satisfaits du gouvernement Charest à 7 personnes sur 10. C'est pas loin, M. Chapado. C'est drôle que je ne partage pas votre opinion là-dessus. Ah, vous avez droit. Vous avez amplement droit. Parlement, puis je ne sais pas quel sondage, puis j'aime léger. Léger. Oui. C'était probablement une photo prise à un moment donné. Puis je vous cacherai pas qu'en début de campagne, puis j'ai entendu François Gendron en début de mandat, il y a eu des je dirais appelons ça des erreurs de parcours. Là, ça fait 9 ans qu'on n'est pas au pouvoir, là, puis on exerce le pouvoir pour 9 ans pour la première fois. Des nouveaux ministres, là, il y a eu à un moment donné un petit peu de confusion au départ. Maintenant, les choses se sont drôlement replacées. Alors, regardons le travail qui a été fait. Alors, regardons le travail. On fait un bilan. On ne peut pas juste prendre une photo à un moment précis puis dire, voici, c'est ça le gouvernement Marois. C'est pour ça qu'on fait des bilans après 100 jours. Puis c'est pour ça qu'on en fera après 200. Puis c'est pour ça qu'on en fera en fin de mandat aussi. Mais parce que quand on somme toute, les analyses aujourd'hui, les analystes, là, j'ai écouté les analystes, puis ils sont pas... Puis la presse, là, on s'entend dessus qu'ils sont jamais très, très favorables au gouvernement du Parti québécois, pour des raisons que vous connaissez. Donc, mais quand on regarde le bilan aujourd'hui, le bilan est positif. Puis moi, quand je vous dis que je suis convaincu que si on allait en élection demain, c'est pas ce que les Québécois souhaitent non plus qu'on ait une élection demain. Je pense pas, non. Mais si, je pense pas, non. Puis je pense que les partis d'opposition ont compris ça aussi. Oui. Mais si on allait en élection demain, je pense qu'on aura la confiance. Oui, parce qu'on a vu les budgets où il manquait beaucoup de personnes pour aller voter. Mais une chose... Tout le monde est allé à la salle de bain. Oui, c'est ça, exactement. Et tout le monde avait un téléphone à faire. Ouais. Monsieur Chapado, moi, là, où les gens... Parce que moi, je fais pas de sondage, mais je rencontre beaucoup de gens. Puis quand les gens me disent, Gaby, quand tu recevras un tel, M. Chapado, M. Gendron, on me fournit des questions. Parce que moi, je suis ici pour représenter le simple commun des mortels qui ne peut pas vous parler, qui ne peut pas s'asseoir avec le ministre de l'Agriculture
comme j'ai fait la semaine passée. C'est pour ça, mais les gens me disent, ce qui est frappant pour le gouvernement au pouvoir actuellement, c'est de voir Mme Marois, à tout bout de champ, reculer. On ne parlera pas en détail de l'affaire de André Boisclair, mais ça, c'est la pire chose qui aurait pu arriver. Ça, c'est un œil au beurre noir complètement du gouvernement Marois que l'affaire de M. Boisclair. Et les gens, on voit que Mme Marois, on aurait dit qu'elle a tout pris ça comme ça. Puis, durant la campagne électorale, OK, on va tout promettre ça ici, puis après ça, on fera le tri. Ce qu'on ne pourra pas donner, on va dire, bien, on s'excuse, on pensait être capable de vous le donner, mais seulement qu'on n'est pas capable par rapport à telle ou telle chose. C'est ça que les gens ont de la misère. C'est pour ça que vous êtes prêts à près de 60 %. Non, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. On a 100 jours. Oui. 100 jours, 14 projets de loi qui ont été déposés. Oui, je suis d'accord. Ce qu'on a fait durant les 100 premiers jours, c'est qu'on a, on a mis sur le projet de loi 1, vous en avez parlé. Vous avez parlé du projet de loi 2 sur la question de la réforme du financement des partis politiques, les élections à date fixe. C'est tous des éléments qu'on a fait, l'abolition de la loi 78, l'abolition de la hausse des droits de scolarité. On a redonné aux familles, on a aboli la hausse des coûts d'énergie qui avait été décrétée par le gouvernement précédent. Et là, on demande au Parti québécois, mais écoutez, on demande au Parti québécois de remplir l'ensemble de ses promesses. Vous allez permettre à Hydro-Québec d'aller fouiller sur le bloc patrimonial pour augmenter les tarifs. L'indexation. L'indexation. Ça, il n'y a jamais personne qui a touché à ça, le bloc. Oui, mais il faut faire attention. Ça, là, vous jouez directement dans les moins nantis aussi. Là. Non, ceux qui vont consommer davantage vont payer davantage, c'est ça l'indexation. Mais ce qu'avait fait le gouvernement précédent, c'est de décréter une hausse. Décréter des hausses des droits de scolarité. Près de 20 % à Hydro-Québec depuis 7-8 ans ou environ. Mais une chance que vous avez juste 100 jours de fait, M. Richard-Pado, parce que je vais vous dire une chose. Imaginons tout ce qu'on a fait dans 100 jours. Imaginons si on avait un mandat complet. Imaginons ce qu'on va faire, ce qu'on va réaliser. Qu'est-ce que vous auriez fait d'abord si vous auriez eu un mandat complet? Moi, vous avez tiré à boulet rouge, si c'est le cas de le dire, sur le Parti libéral avec vous l'avez accusé de faire des nominations partisanes pendant tout le temps qu'il a été au pouvoir. Vous avez 100 jours de fête. Je vais vous en nommer juste quelques-unes, puis vous me donnerez votre opinion sur ça. Au ministre de la Santé publique, de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, qui a remplacé le numéro 1 de la Sûreté du Québec, Richard Deschênes, par Mario Laprise. Congédiement des présidents et vice-présidents du BAP, ça c'est M. Breton qui n'est plus là aujourd'hui. Nicolas Gérard, qui a été défait dans Gouin par Mme David en septembre dernier, a été nommé à la tête de l'Agence métropolitaine de transport sans aucune expérience, bien qu'on ait dû même embaucher à la fin d'octobre un PDG adjoint, M. Paul Lecôté, pour lui venir lui donner des conseils en gestion, quand on sait que M. Gérard a un salaire plus élevé que Mme Marois. Françoise Mercure, candidate du Parti québécois en 2008, nommée à la tête de la commission de la capitale nationale. Pascal Monette, ex-directeur des communications de Pauline Marois, nommée vice-présidente aux communications et investissements. Et on pourrait en faire. Vous avez 100 jours de fête, puis vous avez des dénominations partisanes, beaucoup. C'est pas mieux que les autres. Ben, dites-moi, à travers les noms que vous avez nommés, ceux qui sont incompétents. Ben, Nicolas Gérard, entre autres. Ben, vous affirmez qu'il est incompétent parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la presse complète qui le dit, écoutez, monsieur. La presse? Ben oui, mais là, la presse, quand elle vous donne des bons coups de main, vous êtes pour. C'est tellement rare que je m'en souviens même pas. Quand vous me parlez de Nicolas Girard, qui a nommé... écoutez, l'opposition a soulevé un tollé autour de ça, là. J'ai entendu la CAQ, j'ai entendu les libéraux se soulever un tollé autour du fait que Nicolas Girard est allé s'entourer de gens qui sont compétents. Est-ce que ça veut dire que lui est incompétent? S'il est capable de choisir quelqu'un qui est compétent aussi pour la cité. Dans ça, par exemple. Mais oui, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir nécessairement des notions? Ce qu'on voit dans Nicolas Girard, ça a été un fort bon député. Effectivement, il a été battu. On sait ce qu'il a fait aussi, qui est allé chercher plusieurs... Effectivement, nous, on est confiants que tant André Boisclair, là,
il a prouvé sa compétence. Ah, ça, il n'y a pas aucun problème sur ça. Moi, je vous dis, là, dans les nominations qui ont été faites par le gouvernement au pouvoir, et ça s'est fait précédemment aussi, nous, ce qu'on a dénoncé du Parti libéral, c'est de nommer des gens qui sont incompétents. Ils ont nommé quelqu'un à Boston qui ne parle pas anglais. Mais pour en revenir à M. Boisclair, à un moment donné, le seul hic que M. Chapado, c'est pas que le gars, il n'est pas capable de la faire, l'ouvrage. Il est compétent beaucoup, mais c'est qu'on a caché certaines choses dans cette nomination-là que les gens n'ont pas trouvé drôle du tout. Donc, entre autres, un salaire annuel d'environ 170 000 à vie. Ou, non, c'est ça, là. Il faut faire attention, là. Faut faire attention. Là. Ça, c'est exactement ce que les libéraux ont dit à l'Assemblée nationale, qu'il y avait un salaire à vie. D'ailleurs, le titre, c'était gagnant à vie. C'est tout à fait faux. D'abord, si une fois qu'il aura terminé son travail à New York, il pourra revenir dans la fonction publique et travailler dans la fonction publique. C'est ça l'entente qu'il y avait eu avec André Boisclair. Est-ce que ça lui garantit un salaire à vie? Vous savez, j'ai vu des hauts fonctionnaires être congédiés, moi. Et ça ne nous a pas garanti un salaire à vie. Un salaire à vie, s'il veut continuer de travailler dans la fonction publique, puis de servir les Québécois et Québécoises comme il a toujours fait. Est-ce qu'il a la compétence pour les servir? Nous, ce qu'on a dit, c'est oui. Bon, maintenant, lui, il a dit, moi, je veux pas nuire au gouvernement en place. Je retire cette demande-là que j'avais faite. Lui, vous savez, il est parti travailler là-bas. Il a un salaire de 170 000 comme les autres. Avait Parisella qui a travaillé, qui a occupé les mêmes fonctions, là, exactement le même salaire. C'est pas différent, c'est le même salaire. La seule différence, c'est que lui, il s'est dit, moi, j'aimerais travailler dans la fonction publique à mon retour, et c'est la garantie qui avait été donnée qu'il pourrait travailler dans la fonction publique comme haut fonctionnaire. Mais ça ne lui donne pas une job à vie, ça lui... Juste en terminant. Oui. Parce que à n'importe quel moment, il aurait pu être congédié, puis il n'aurait pas eu son salaire. Il reste à peine 2 minutes, puis il y a une question que je veux vous poser qui est très importante aussi. La limite de la croissance des dépenses à 1,8, 1,9 pour les 2 prochaines années ou environ. Quand on sait que entre 1999 et 2009, le taux moyen de la croissance a été de 4,7 comment allez-vous arriver à maintenir ça inférieur à 2 quand on sait que tout peut arriver? Question de météo, épidémie, infrastructure, secteur agricole. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'il va y avoir, ce sera très difficile de maintenir ça en bas de 2 M. Chapado. C'est un défi important. Il est très important. C'est un défi important. Le ministre, le responsable du Conseil du Trésor, le ministre, c'est lui-même... Le président du Conseil du Trésor. C'est lui-même admis que c'est un défi fort important. Donc, mais c'était un incontournable. On n'avait pas le choix de réduire des dépenses, de miser sur l'investissement privé. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut miser. Ça veut dire qu'il y aura des coupes dans tous les ministères. Non, il faut miser sur l'investissement privé. On espère que l'économie américaine va se replacer. Puis les indications qu'on a, c'est que l'économie américaine va se replacer. Donc, il y a une combinaison d'éléments qu'on croit qui vont être en place pour nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Mais on n'a pas le choix. On voulait pas faire face à une décote. Il faut faire gérer de meilleure façon les finances publiques. Puis ça, c'est les Québécois et Québécoises qui vont nous remercier d'avoir tenu cet engagement-là. On me fait des gros signes que le temps est terminé. Monsieur Chapado, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis on va sûrement se revoir avant la fin de la session du printemps prochain, j'en suis persuadé. Merci. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.